débat qui nous intéresse ce matin, c'est le terme gré à gré qui est utilisé depuis quelques semaines sur le triangle national camerounais. Eh bien, le gré à gré est un concept utilisé dans le langage des marchés publics. Il pourrait, de ce point de vue, être défini comme l'octroi d'un marché à un prestataire de services préalablement choisi sans avoir à recourir à un appel d'offres national ou international. Transposé en politique, ce concept utilisé par la France de l'opposition, eh bien, camerounaise, conduite par le professeur Maurice Kamto, nous avons nommé d'ailleurs, le mouvement pour la renaissance du Cameroun signifierait un changement de personne au sommet de l'État, mieux une transition politique qui n'est nécessairement pas une alternance politique puisque les deux notions ne renvoient pas à une même réalité politique de façon consensuelle, sans recours préalable au choix, bien évidemment, du peuple souverain d'ailleurs. Dans le cadre du Cameroun, les auteurs de cette stratégie ont élaboré un scénario visant à modifier la constitution et à instaurer le poste de vice-président pour faire de celui-ci le successeur constitutionnel du président de la République. Soit. Toutefois, il convient de dire qu'en attendant la modification de la loi fondamentale, la succession de gré à gré reste une simple théorie que l'on qualifierait d'ailleurs à juste titre de complotiste, puisque jusque-là, la foi et surtout la loi fondamentale prévoit en cas de vacance au pouvoir que l'intérim soit assuré par le président du Sénat qui organise des élections auxquelles il ne prend pas part lui-même. En outre, quant à l'acceptation du gré à gré par les Camerounais, l'histoire des faits politiques et sociaux de l'Afrique et même du monde nous apprend que les transitions à la tête de la magistrature suprême ont toujours eu un goût, il faut le dire, de gré à gré. D'ailleurs, l'avènement du président Paul Barthélémy Biya à la tête du Cameroun le 6 novembre 1982 à la présidence de la République, eh bien, a été fait sous la base de cette théorie. Autrement dit, le peuple n'accepterait certainement pas une transition politique de gré à gré au Cameroun. Mais toutefois, et surtout, toute la difficulté reviendrait à démontrer aux yeux du peuple camerounais que la transition a été faite de gré à gré. Voilà ce qu'il faut encore prouver tous ces derniers jours. Tout compte fait, l'avènement d'un nouveau chef de l'État a toujours suscité au peuple une double réaction, la joie et le mécontentement. Tout dépend, en tout cas, du bord politique des uns et surtout des autres. C'est-à-dire que lorsque le moment viendra, car ce n'est pas encore le moment, puisqu'aucune vacance n'a encore été constatée par l'instance compétente au sommet de l'État. La procédure prévue par la Constitution sera d'ailleurs, il faut le dire, respectée et un président sera élu. Ce dernier selon les principes canoniques de la démocratie politique. On ne sera jamais tous d'accord sur un fait, sera accepté par les uns qui le qualifieront d'un soi. D'autres pourront également dire qu'il n'a pas été accepté, juste rejeté par les autres qui trouveront certainement en son élection un arrangement préalable. Mais pourquoi parle-t-on de gré à gré? Eh bien, notre interrogation ce matin, alternance au sommet de l'État, le gré à gré, réalité ou alors tout simplement une manipulation? C'est à cette interrogation que nous allons justement tenter de répondre ce matin. Je me tourne vers le président Bandakani pour prendre sa réaction. Merci Jocelyn. Je répondrai directement à votre question. On peut dire qu'on a affaire à une entreprise de manipulation politique simplement. Pourquoi? Les partis politiques ont le droit d'avoir leur stratégie et leur tactique pour exister. Oui. Les partis politiques ont le choix d'organiser leur démarche politique en vue d'occuper la scène politique, en vue de gérer la dimension tribunicienne de la politique, mais en vue aussi de mobiliser et d'animer le jeu interne même à leur parti, à savoir la gestion des militants. Parce que les militants d'un parti politique doivent être animés politiquement. Ça, mais l'éthique politique commande de ne pas considérer que seul votre parti existe, seuls vos militants existent. L'éthique politique commande de reconnaître que le cadre politique est organisé. Il n'y a pas de politique anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique au monde, il n'y a aucun jeu politique au monde qui ne soit organisé. Je dis dans aucun pays au monde. Même les révolutionnaires, une fois qu'on a fait la révolution, on pose un cadre. Oui. On pose un cadre. C'est ça même la contradiction de la révolution, parce que généralement la révolution est justifiée par la négation de la loi, mais justement dès que la révolution est faite, on impose la loi révolutionnaire. Donc pour dire que dans tout, le jeu politique suppose l'existence d'un cadre. Donc, on a fait des manipulations parce que on fait croire qu'il n'y a pas de cadre politique.
On fait croire qu'il n'y a pas une loi. Parce qu'on fait croire. Et à cette négation de la loi, du cadre, on substitue un fantasme. C'est-à-dire que nous soupçonnons le pouvoir de vouloir faire une passation de gré à gré en termes d'alternance. Nous soupçonnons. Alors qu'il y a un cadre, il y a une constitution au Cameroun. Et contrairement à ce qu'on veut croire, c'est là où il y a hypocrisie. Tous les hommes politiques camerounais, il y a un consensus au Cameroun. Après les histoires. Le consensus, c'est que la constitution prime. Je dis tous les hommes politiques, y compris le président du MRC, professeur Maurice Kamto. Tous sont d'accord que le Cameroun a une constitution. Là où c'est pas honnête, c'est d'être convaincu qu'il y a une constitution, de jouer ce jeu et en même temps entretenir une illusion d'insurrection, de révolution, de capacité à prendre ses distances par rapport aux normes légales dans le pays. Ça crée la confusion. Et généralement, quand on crée la confusion, on peut pécher en eau trouble. Quel intérêt à faire ça? Ça, c'est pour poser l'entame de mon débat. De manière fondamentale, le débat sur la gré agro au Cameroun, c'est une imposture. Ça n'a aucun sens. Parce que, sur le plan légal, la Constitution du Cameroun dispose, dans son article 63, et c'est intitulé « De la révision de la Constitution ». Je voudrais rappeler que, justement, le parti qui a entrepris de lutter contre un fantomatique gré à gré au Cameroun, son président est celui qui a milité, défendu, avec la science qu'il est supposé avoir, cette constitution, en 2008. Et à l'époque, nous étions dans la rue et nous transportions les Camerounais qui étaient contre la révision de la constitution et qui avaient été neutralisés par les forces de maintien de l'ordre, y compris au prix des morts. Nous les portons là maintenant à l'hôpital. Il y a des photos où vous allez me voir avec du sang sur moi. Je portais les gens pour venir à l'hôpital. Il y a des photos, je les ai chez moi. Donc, ce sont eux qui nous ont dit qu'il fallait la réviser, cette constitution. Que la révision était nécessaire, indispensable pour la survie du Cameroun. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la révision, le Cameroun allait disparaître. Mais je voudrais rappeler que c'est la même constitution qui est encore en cours aujourd'hui. Il s'est donc passé quoi dans la tête, n'est-ce pas, de ceux qui animent ce mouvement, ce courant d'opinion autour d'un fantomatique gré à gré au Cameroun. Ils se sont passé quoi pour qu'ils nous fassent croire aujourd'hui que cette constitution n'existe pas. Donc quand vous lisez cette constitution, il n'est pas possible qu'il y ait une affaire de gré à gré au Cameroun. Impossible. D'abord, cette constitution dit que vous pouvez me réviser quand vous voulez, pourvu que ça soit à l'initiative du président de la République ou bien du Parlement. Donc la constitution du Cameroun à l'heure actuelle dit que je suis disposé à être révisé à tout moment. Seulement ça dépend de vous. Ça dépend du chef de l'État, oui, en fonction, et de l'Assemblée. Ce sont les deux qui ont concurremment l'initiative de la révision. Donc, si le président du Cameroun lui décide d'introduire au Parlement camerounais une révision pour introduire un poste de vice-président, sa démarche est constitutionnelle. Oui, c'est plus que légal, c'est constitutionnel. Donc il n'y a même pas à débattre dessus. On va faire le discours politique, on peut dire qu'on est fâché, mais ça s'arrête là. Sinon, on nie l'existence de la Constitution. J'espère que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, on nie son existence. Ça veut dire que si le président décide d'introduire à l'Assemblée nationale quelqu'un pour dire que bon, celui-ci, je t'ai dit le poste de vice, je vais mettre 3 vice-présidents, je vais réviser la Constitution, le président est dans son rôle. C'est constitutionnel. Il peut demander à l'Assemblée de le faire à l'initiative de son groupe parlementaire. Et vous savez qu'il est majoritaire là-bas. Il est majoritaire à ce Parlement-là. Ce serait légal et constitutionnel. Et les Camerounais n'auraient pas à s'y opposer. Ils n'auraient pas à s'y opposer. Donc, pour dire quoi, à la fin? Pour dire que ce débat n'a aucun sens. Ce débat n'a aucun sens. On peut l'inscrire dans une dynamique consistant à une espèce de coup d'État non assumé dans notre pays depuis la dernière élection présidentielle 2018. C'est-à-dire que les présidents de l'élection n'ont jamais accepté leur défaite. Et ont entrepris moult manières de s'imposer de manière illégale, en dehors du cadre légal dans le pays. Donc il y a cette dynamique-là de vouloir à tout prix remettre en cause, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions, sous le prétexte qu'on aurait été élu
par soi-même, déclaré comme tel par soi-même, et que cette autodéclaration de soi comme président élu devait revêtir l'imprimature de la loi dans le pays. Et que bon, maintenant, c'est tous ceux qui ne reconnaîtraient pas l'auto-élection de quelqu'un comme tel qui serait hors la loi, ils seraient des idiots politiques. Mais c'est inacceptable. C'est insulter tout le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Je terminerai en disant que quand on parle d'une constitution, les gens doivent faire attention. Une constitution, ce n'est pas seulement un rapport entre nous et l'État du Cameroun. Oui. C'est aussi le rapport du Cameroun à ses partenaires. Ce que vous appelez partenaires. Le président du Cameroun nous engage dans les contrats qu'il signe avec l'étranger et nous engage. Et le seul document que nous donne le droit de le faire, c'est la constitution du Cameroun. Donc, si les gens sont cohérents et qu'ils estiment que cette constitution ne sert à rien, parce que politiquement, ils auraient des raisons pour le penser, et il faut qu'ils aient le courage d'idiots comme nous, que si on parle le pouvoir, nous allons remettre en cause tous les contrats que le président a signés en notre nom avec l'étranger. Là, on les prendra au sérieux. Il ne faut pas seulement parler d'un fantomatique gré à gré. Il faut aussi dire que non seulement on est contre le gré à gré, encore que ce gré à gré, j'ai démontré que c'est un fantasme dans leur tête, fantasme politique, mais il faudrait, pour être cohérent avec soi-même, de dire que non seulement on ne va pas accepter ce gré à gré là, mais tous les contrats que le président de la République du Cameroun a signés, engageant le Cameroun dans des rapports avec l'étranger, qui ne sont pas tous des rapports que nous arrangeons tous Camerounais. Vous le pensez que ça nous arrange tous, on va remettre ça en cause. Mais vous allez bien voir que ces gens-là, ils s'arrêtent à l'agitation interne, à l'agitation politicienne de bas niveau. Alors, Anatola, ici, vous avez très bien suivi le président André Bandakani, justement en parlant de cette théorie du gré à gré. Peut-on penser justement qu'il y a un agenda qui se cache derrière? Écoutez, Steve, je pense qu'il faut déjà rappeler dans quel contexte intervient ce fameux gré à gré, enfin, cette rumeur. Cette théorie, moi j'appelle souvent ça la théorie. Cette rumeur d'un projet de gré à gré au sommet de l'État, oui. Ça intervient dans un contexte de rentrée parlementaire. C'est une session ordinaire, oui. Pas extraordinaire. Ça intervient dans l'après-contexte de plusieurs annonces de décès de plusieurs personnalités de la République, y compris le chef de l'État, qui pour la plupart se sont avérés être des fake news. Et vous savez que dans le milieu journalistique, lorsque vous avez affaire à une source qui ne peut que vous abreuver de fausses informations, qu'est-ce que vous faites? Vous sucrez cette source, parce qu'elle n'est pas fiable. De mon point de vue, en tant que journaliste, cette problématique ne ferait même pas l'objet d'un débat partant de ce postulat. Tout compte fait, peut-être la problématique mérite d'être soulevée dans le contexte actuel. Mais il faut quand même rappeler que dans le contexte actuel, le président de la République, Paul Biya, est à son deuxième année de son septennat. Ça veut dire qu'il a encore 5 ans. Peut-être que le problème se pose. Est-ce que le problème se pose? J'en sais rien. Est-ce qu'il existe des mécanismes d'évolution et de gestion d'alternance, de dévolution du pouvoir, de gestion d'alternance au sommet de l'État? C'est prévu dans la loi fondamentale. Tout à l'heure, le président Bandakani l'a démontré que ça existe dans les articles 6 et 63 de la loi fondamentale. Oui. Ceci étant, moi je pense que il s'agit d'une diversion. Parce que pendant, il ne faut pas ignorer, il y a le dire dans le cadre de cette tribune, c'était peut-être un scoop pour vous. C'est-à-dire qu'actuellement, le Cameroun est engagé dans d'autres batailles géopolitiques qui ne sont pas très connues. Et on voudrait divertir, orienter l'attention des Camerounais ailleurs. Et ça, c'est la première réponse. La seconde réponse que je donne, c'est quoi? C'est que, s'agissant d'un parti qui ne fait pas partie des institutions, oui. Il faut bien trouver quelque chose pour animer l'espace politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils y arrivent toujours. Il y a toujours des débats qui sont organisés autour, justement, de ces problématiques, plus ou moins réalistes, qui sont soulevées soit par ce parti politique, soit par ses partisans. Il y a eu des débats autour des décès annoncés du chef de l'État, organisés par des médias. Il y a eu des débats sur le gré à gré. Bon, ce qui suppose donc c'est comme si c'était une réponse qu'on était en train de le reposer. Et moi je pense que, de mon point de vue, et je le dis de manière avec beaucoup de rigueur et d'objectivité, pour moi c'est un débat qui ne mérite même pas de discussion.
parce que nous sommes engagés dans d'autres choses. Il y a la pandémie coronavirus, qui est Covid-19, qui est encore là, qui fait des victimes. On devrait plutôt s'engager à sensibiliser, à continuer de sensibiliser les populations par rapport aux effets de cette pandémie. Mais puisque la problématique est posée, eh bien, je pense que les mécanismes de dévolution du pouvoir, au cas où il y a un vacant de pouvoir, nous en avons discuté il y a quelque temps dans le cadre de cette tribune, les mécanismes sont prévus, les mécanismes conditionnels sont prévus là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir des grilles à grille au sommet de l'État? Vous avez expliqué tout à l'heure dans le lexique des marchés publics ce que c'est que le grille à grille. Est-ce que ça peut être possible dans le cas de la tenance au sommet de l'État? Je ne crois pas du tout. Déjà parce que, avant même que cette problématique soit soulevée, je crois en 2004, le président Paul avait évacué cette question, justement en déclarant dans une chaîne de télévision hexagonale que parler d'un dauphin reviendrait à parler d'une monarchie. Or, le Cameroun n'est pas une monarchie, c'est une république. Je pense que pour ceux qui sont un peu cohérents politiquement parlant et intellectuellement honnêtes, ils devraient comprendre que la problématique ne peut pas se poser. Donc moi je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous ayons des hommes politiques sérieux, y compris, quand je ne dis pas des hommes politiques de manière globale, il y en a qui sortent du lot. Il faut qu'on ait des hommes politiques qui se préoccupent véritablement des problèmes, des vrais problèmes des Camerounais. Tout à l'heure, nous évoquions des problèmes d'électricité, de facturation, des consommations des Camerounais. Surfacturation. Des surfacturations. Non, je dis la qualité de la facturation. des consommations d'électricité par les Camerounais. Une fausse facturation. Donc moi, je pense que voilà les problématiques qui intéressent les Camerounais. Ça, c'est important. Pour moi, parler d'une attenance qui est, à mon sens, lointaine, franchement, ça relève de la diversion. Ça relève de la diversion. Docteur Yamb, on le sait dans la Constitution, si le président de la République, si d'ailleurs on constate la vacance du pouvoir, eh bien le président du Sénat remplace immédiatement le chef de l'État. Je peux répondre, discourir sur la question que vous me posez pendant des heures. Mais en réalité, j'aimerais que vous donniez la parole à celui qui représente le parti qui parle de votre affaire de gré à gré. Parce que je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je réagirai après. Vous ne comprenez pas de quoi il s'agit? Non. Edmond Kativou, je vous poserai justement la même question. Ben, je tiens à rappeler que je ne représente aucun parti. non, c'est pas vous en tout cas que c'est ça. Voilà, d'accord, je ne milite dans aucun parti. Je ne trouve pas d'intérêt à militer dans un parti pour l'instant au Cameroun, étant donné que je ne trouve pas le jeu politique être ce que... Il n'y a pas d'élégance dans le jeu politique au Cameroun aujourd'hui. Maintenant, je vais juste faire une analyse. Le gré à gré, vous avez essayé de définir, c'est un terme qui est beaucoup plus usité dans le secteur commercial. C'est-à-dire que le gré à gré, c'est un mode je vais dire, d'attribution. Des marchés nationaux alors internationaux. Oui. Je dis, en dehors de tout mécanisme de compétition, qui est généralement les appels d'offres. Quand on dit appel d'offres, ça veut dire que chacun apporte une offre, chacun fait une offre relativement à un contrat. Et maintenant, on étudie l'offre et sur le plan technique et financier, on détermine quelle est la meilleure offre. Et quand on écarte cela, ça veut dire qu'on tombe dans un autre mécanisme qui est celui du gré à gré. Ça veut dire que les deux parties s'entendent et se discutent entre eux et se disent, bon, écoute, moi je pense que tu es la meilleure personne à faire ce contrat, même si ce n'est pas sur la base, n'est-ce pas, d'un critère objectif. Et donc, si on transpose ça sur le plan politique, on pourrait également définir cela, vous l'avez dit, comme un mode, n'est-ce pas, de transmission, de dévolution du pouvoir en dehors de tout mécanisme de compétition tel que prévu par la Constitution. C'est-à-dire que les partis vont concourir au suffrage universel et le peuple, qui est l'arbitre, qui est le décideur final, décide, n'est-ce pas, de s'aliéner de ses droits pour confier cela à un candidat qui, d'après eux, aurait présenté un programme de société, n'est-ce pas, convaincant, un projet de société qui convainc. Et donc, le débat se pose aujourd'hui, est-ce que au sommet de l'État, il y aurait un projet, n'est-ce pas, de passation de pouvoir gré à gré? Le dire de manière péremptoire, ce serait faire un procès stalinien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne, du moins, n'a pu
de manière, n'est-ce pas, indiscutable, donner la garantie ou alors des éléments matériels pour dire voici ce qui se trame pour nous déterminer que effectivement il y a ce projet de gré à gré. Est-ce que le débat mérite d'être posé? J'ai dit nous sommes en politique et en politique on dit tous les coups sont permis sauf celui de se laisser surprendre. Moi je pense que les partis politiques généralement ont un rôle avant-gardiste. Ils ont un rôle n'est-ce pas, de prospective politique. Ça veut tout simplement dire ils peuvent poser les problèmes, et surtout que quand on dit politique, on dit droit. Donc en droit, il y a ce qu'on appelle la notion de suspicion légale. Ça veut dire que je peux vous soupçonner sur la base soit d'un indicateur, soit d'une rumeur, soit d'une information vraie ou fausse. Je peux manifester une suspicion légale. Et donc sur cette base-là, est-ce qu'on est en droit de poser cette problématique? Pourquoi pas? Ça participe de la vitalité démocratique. En politique, on ne s'interdit aucun débat, a priori. Sauf si on veut faire dans autre chose que la démocratie. Oui. Mais si on est dans une démocratie, tous les thèmes sont permis. Mais à charge à celui qui pose la problématique, qui pose le problème, d'apporter des éléments qui soit convaincant. Je dis bien à charge à celui qui pose la problématique de dire voici sur quoi je me fonde pour dire que ceci pourrait arriver. Et donc si vous n'apportez pas ces éléments-là, on serait également en droit, et n'en voulez pas à ceux-là qui le disent, que vous faites dans la diversion ou dans la manipulation. Ne leur en voulez pas, puisque nous sommes en politique, si tant il est que rien n'est interdit, vous n'avez pas également le droit d'interdire à ceux qui pensent pas comme vous, qui estiment que vous n'apportez pas suffisamment d'arguments ou suffisamment d'éléments pour étayer un argument ou alors une problématique que vous aurez posée. Et donc, je dis, lorsque vous vous levez le matin, Steve, et que vous fermez votre porte, c'est pas parce que vous avez nommément désigné un bandit pour dire que tel va venir me voler. Non, c'est parce que vous êtes dans une logique de suspicion légale, que quelqu'un pourrait venir, quelqu'un X pourrait venir dérober ou alors poser un acte, n'est-ce pas, illégal chez moi, remporter ou faire autre chose. Et donc c'est dans cette démarche-là que nous sommes en politique. Et moi je ne m'interdis, par principe, comme je vous l'ai dit, je ne m'interdis aucun débat en politique, mais j'attends qu'on m'apporte des éléments qui me convainquent qu'effectivement ces débats méritent, n'est-ce pas, qu'on aille en profondeur, qu'on creuse un peu plus pour voir de quoi il est question. Je pense que ce débat se pose parce que le Cameroun, comme d'autres pays d'ailleurs, est à une période un peu sensible où toutes les suspicions font surface, c'est-à-dire à une période sensible où on s'est dit forcément, étant donné la force des choses, la force de la nature, le président Paul Biya, qui, il faut le dire, continue encore, n'est-ce pas, d'assumer son magistère à la tête de l'État, il est encore là, il est vital, mais on s'est dit, est-ce que son âge ne laisserait pas entrevoir quelque chose, soit qu'il peut, pas forcément qu'il va mourir, comme les gens le tuent tous les jours dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est devenu un sport favori au Cameroun. C'est chacun qui se lève, fait une publication pour dire tel est mort. C'est pas seulement lui. J'ai vu également qu'on a tué le président du Sénat au moins 50 fois. Dieu merci, ces gens, ils ont une vie plus que... Ils ont au moins 50 vies parce que chaque fois on les tue et ils ressuscitent toujours. Mais je vais dire, on s'est dit, peut-être que lui-même peut se sentir fatigué et il s'est dit, vraiment, je ne suis plus aux affaires. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je donne la place à quelqu'un d'autre? Je donne la place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il voudra le faire conformément au mécanisme de la Constitution constitutionnel prévu pour la dévolution de pouvoir? Est-ce que, je crois que c'est tous ces points d'interrogation qui restent. J'ai régulièrement bavardé avec un constitutionnaliste. Je n'en suis pas un, je n'ai pas la prétention d'avoir de l'expertise en cette matière parce qu'une chose est de lire la Constitution, une autre est de la comprendre. Et lorsque je n'ai pas de l'expertise en quelque chose, je n'ai pas honte de dire que je ne l'ai pas. Et donc, je vais vers ceux qui l'ont. J'ai bavardé avec un constitutionnaliste qui m'a laissé croire que interpréter, n'est-ce pas, la transition politique au Cameroun n'est pas facile. Parce que la Constitution n'est pas très explicite suivant les cas,
suivant que ce soit un départ volontaire du président, suivant que ce soit un décès, suivant que ce soit une incapacité qu'il faut constater, il m'a dit, interpréter cela n'est pas très facile parce que quand vous interrogez la Constitution, à un moment donné, il y a non pas comme un vide, mais il y a comme une difficulté de compréhension. Par exemple, il me dit, suivant que ce soit un décès, suivant que ce soit une incapacité à continuer à gouverner, il faut d'abord que ce soit constaté. Et qui constate, c'est beaucoup de problèmes. Donc, suivant que ce soit un cas ou l'autre, il faut constater. Et qui va constater? C'est pour ça que j'ai dit que... Il fait bien savoir qu'il ne connaît pas la Constitution. Je ne connais pas la Constitution. Il a bien souligné. Un constitutionnaliste me dit que ce soit, par exemple, une incompétence à gouverner, qui constate et comment est-ce qu'il constate et ça prend combien de temps pour qu'il constate. Il m'a dit tout ça. Je ne suis pas constitutionnaliste, je le précise. Peut-être que des constitutionnalistes, d'autres constitutionnalistes diront le contraire. Par exemple, nous, en économie, on n'est pas d'accord sur tout. Moi, je suis d'accord sur une théorie. Un autre économiste me dit, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ça ne marche pas. Et donc, on se discute. Je crois que le débat est ouvert. Moi, je suis pour que le débat soit lancé. Encore que lorsque le débat n'est pas lancé sur une problématique, ça pose problème. Il faut en débattre pour éclairer davantage. Parce que c'est dans le débat que germent d'autres idées et puis que vous pouvez apprendre de l'autre ce que vous pouvez vous compléter. Et donc, pour moi, je dis encore, pour me résumer, que la problématique, comme tout débat, mérite d'être posé, mais à charge à ceux qui posent ce problème de ne pas nous laisser dans la simple diversion, dans la simple distraction, mais de nous apporter des arguments, des éléments qui montrent vraiment qu'on va vers là. Donc, Yam, oui, parce que là, je vois que vous avez besoin de préciser, de réagir immédiatement. Enfin, de préciser. Mais bon, il ne voulait pas la parole. J'ai eu le sentiment que pour un débat comme celui-ci, vous inviteriez quelqu'un qui viendrait quand même de ceux qui parlent du gré à gré. Et j'ai cru que... Non, il en faisait partie. Bah, c'est dommage, mais il faudrait peut-être réorganiser cela et s'assurer que... parce que ceux qui en parlent nous expliquent de quoi ils parlent. Parce que c'est quand même à la fois une aberration. Ils ont tellement parlé. Non, ils n'ont pas parlé. Ils ont ergoté. Il faut qu'ils viennent parler. Parce que parler, c'est être devant moi. Et vous me dites ce que vous pensez et après je vous démontre. Soit j'accepte ou je démontre ce que vous dites. Mais comment tu vas faire pour parler avec le professeur Kamto? Il n'est pas camerounais. Non, il ne fait pas le débat. C'est un martien. Non, il ne fait pas le débat. Comment? Il ne fait jamais le débat. Ah d'accord, ok. Bah, ça, je l'apprends. Non, attention. Je crois qu'il faut d'abord rappeler clairement que le Cameroun n'est pas... lorsque le Cameroun n'est pas quelque chose qui existe sans règles. Et cette tendance à vouloir proposer des choses qui sont en dehors de la vie organisée ressemble exactement à l'attitude des colons. Ces pays-là sont des terres vacantes et sans maître. Les bananeraies. C'est des terres vacantes et sans maître. Donc, vous avez exactement la même attitude quand vous ne reconnaissez pas que la vie est organisée, qu'il y a une vie sociale, qu'elle est organisée. Le simple fait que vous soyez Camerounais, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez Camerounais. Être Camerounais, ça veut dire quelque chose. C'est la synthèse de l'organisation de la vie sociale au Cameroun. Ça veut dire que vous vivez dans une société. Quand on dit société, ça veut dire qu'il y a des règles. Et que vous décidiez qu'il n'y a plus de règles et que vous fantasmiez, vous organisez une querelle de chiffonnier est quand même une attitude qui relève, si ce n'est pas de la volonté de tuer ou de déstabiliser ou de déstructurer une société qui existe, c'est quand même un sérieux problème. La suspicion légitime, évidemment, peut éventuellement être invoquée. Mais vous ne suspectez pas. On ne peut pas organiser une suspicion légitime sur quelque chose qui existe et qui est organisé, qu'on peut voir. Le constitutionnaliste que vous avez consulté, M. Kouaté, soit il ne connaît pas son travail, soit il n'est pas sérieux. Parce que les mécanismes de constat sont clairement établis dans la Constitution. C'est pas le hasard. Tout est clairement dit. On sait à l'initiative de qui ça va être fait. On sait qui le fait, dans quel contexte et comment est-ce que c'est entériné, validé.
Et on sait ce qui se passe immédiatement après. Le Cameroun est mieux organisé que cela. Mais il y a des gens qui ont une attitude qui ressemble à s'y méprendre à l'attitude des colons et qui disent que l'organisation de nos sociétés n'a pas de valeur, mais c'est la leur qui doit prévaloir. D'ailleurs, je crois que lorsque les gens parlent de gré à gré, il faut préciser un peu cette notion. Mes copanélistes ont dit un certain nombre de choses, mais ils ont oublié de dire ce qui me semble être finalement la raison fondamentale pour laquelle certains invoqueraient le gré à gré. Ce n'est pas tant que les gens décident entre eux, mais ils ont très bien compris quelque chose qui leur fait peur. Dans le gré à gré, il n'y a pas que le fait, c'est pas seulement le fait de discuter avec quelqu'un et d'accorder un marché public à quelqu'un. Regardez à quel niveau on nous ramène. C'est-à-dire que la gestion politique du pays devient une querelle de marchands. C'est-à-dire que les gens sont au marché central. Je voudrais qu'on me place une lampe là. Donc je n'ai pas besoin de consulter 2-3 techniciens qui vont me placer une lampe. C'est toi qui viens le faire. C'est-à-dire qu'on se retrouve au marché. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Alors, mais il y a un élément de fond. Si on se relève peut-être au niveau des entreprises, au niveau de la commande publique, il peut y avoir une entreprise il peut y avoir un besoin très spécifique pour lequel on ne trouve qu'une seule entreprise qui en ait l'expertise. Et c'est en réalité dans le cadre de la législation camerounaise la seule chose qui justifie un marché de gré à gré. C'est-à-dire que pour qu'on vous accorde des marchés de gré à gré, vous devez être la seule entreprise capable de fournir une prestation particulière du fait de votre expertise exceptionnelle ou unique, ou alors de fournir des équipements que vous seul êtes capable de vendre. C'est la seule chose dans la loi qui permet de faire ce marché de gré à gré. Maintenant, il est fort possible que ceux qui sur le plan politique en parle, reconnaissent qu'il y a certaines personnes qui disposent d'une expertise ou d'une capacité exceptionnelle, unique, qu'eux, ils n'auraient pas, et qui ferait qu'il serait possible de leur accorder un tel avantage. En quoi est-ce que c'est mauvais si la Constitution permettrait au président de créer un poste de vice-président qui lui succéderait et achèverait son mandat? Je pense que l'autre chose qu'il faut dire vertement à certaines personnes, c'est que quand vous êtes en politique, l'objectif premier que vous avez, c'est la conquête du pouvoir. Je parle sous le contrôle de l'homme politique qui est sur le plateau. Vous avez besoin de conquérir le pouvoir, de l'exercer, de le conserver. Et tout ce que vous faites doit aller dans ce sens, mais dans le strict respect de la loi. Vous ne pouvez pas à la fois accepter que vous êtes un parti politique sous le régime de la loi au Cameroun et avoir des attitudes comme celle-là qui sortent de la loi, du cadre de la loi. Le pouvoir au Cameroun s'obtient d'une manière organisée, structurée. On peut reprocher à la façon dont c'est organisé, structuré, de ne pas être ci ou de ne pas être ça, mais commencez par vous mettre dans ce droit chemin. Parce que si vous commencez à parler de gré à gré, ceux qui vont commencer à invoquer d'autres façons de faire, qu'est-ce que vous leur reprocherez? D'ailleurs, autant qu'il me semble, comment lui-même il est arrivé à la tête de son parti politique. N'était-ce pas un gré à gré? Il a été élu. Je finis. Je voudrais finir en disant, c'est parce que vous avez certainement, généralement, une certaine expérience que vous pensez que tout le monde a la même expérience que vous ou veut vivre la même expérience que vous. Votre expérience n'est pas le Graal de la vie des gens. Les gens pensent autrement. Les gens estiment que la vie peut être organisée autrement. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes différents. À partir du moment où vous prenez votre expérience, aussi intéressante qu'elle puisse être pour le canon de l'organisation de la vie ou de l'expérience de la vie, vous créez un système totalitaire. Et les expédients que vous trouvez, ou disons des choses que vous trouvez comme par exemple, il pourrait y avoir un gré à gré, ce genre de fantasmagorie, relève purement et simplement de ce qu'on appelle l'intention totalitaire en politique. C'est une intention totalitaire. Vous laissez la loi qui existe, qui est claire, qui est précise, et vous voulez organiser la vie politique sur la base de vos fantasmes, de vos peurs et de vos craintes. C'est ça le totalitarisme, c'est ça le fascisme, c'est ça le nazisme. Et parce que je cite ces deux
idéologies totalitaires parce qu'elles sont fondées justement sur la peur, sur l'incapacité à discuter et sur l'incapacité à vendre un monde qui regroupe, un monde qui rassemble, un monde qui porte tout le monde et qui vit du consensus social et de ce qu'on a appelé, ce que le président Bandakani a appelé tout à l'heure, il y a au moins un référentiel sur lequel tout le monde est d'accord, la constitution du pays. Je crois que ce n'est pas de la manipulation, simplement. Ça va bien au-delà. C'est à la fois de l'incapacité à conquérir le pouvoir, que ce soit au niveau local ou au niveau supérieur. Je crois que les dernières élections l'ont démontré. C'est en même temps de l'incapacité à défendre quelque chose qui d'ailleurs n'existe pas. On a vu, le Conseil constitutionnel a fait le travail et on a vu que les gens ont oublié des choses de base. On ne défend pas. Le contentieux électoral se défend dans les bureaux de vote. Et je crois que tout ce que le Conseil constitutionnel a passé son temps à dire, c'est « Présentez-moi un bulletin, un procès verbal d'un bureau de vote. » Le contentieux électoral ne se joue pas au niveau des rapports des départements, des communes ou au niveau central. Ce n'est pas là-bas que ça joue et la loi est claire là-dessus. Moi qui ne suis pas juriste, je peux le savoir. Soyez tranquille, monsieur Kouyaté. On n'a pas besoin d'être exceptionnel, de venir de Mars ou de la Lune ou je ne sais pas moi de Jupiter pour comprendre la Constitution. C'est un texte comme tous les autres. Il faut, tous ceux qui ont tendance à dire la Constitution, on ne pourrait pas la comprendre, c'est exactement l'Église catholique, c'est le dogme catholique. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, vous ne pouvez pas comprendre la Bible parce que vous savez, c'est les affaires de Dieu. Non, c'est ça, le dogmatisme. Parce que eux, ils vont vous dire, si jamais tout le peuple tout entier comprend la Bible, mais le prêtre ne sert plus à rien. C'est ça l'astuce. Donc, les gens vont vous dire que c'est grâce à leur hyper-expertise qu'ils soupçonneraient qu'il y aurait un gré à gré. Non, c'est du dogmatisme pur et dur, c'est du totalitarisme, c'est une intention totalitaire, et je pense qu'il est important que les gens reviennent aux bases. La politique, c'est la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir sur la base de la loi, et le pouvoir, ça se conquiert au Cameroun, pour le moment. En attendant d'autres mécanismes comme les gré à gré ou le reste, ça se conquiert par les élections. Donc si vous invoquez d'autres mécanismes par lesquels vous pensez qu'on peut conquérir le pouvoir, ça veut dire que c'est ça votre projet. Et votre projet étant donc que si jamais vous arrivez à un pouvoir un jour, pour le moment ce n'est pas le cas, les élections ne vous l'ont pas permis, si vous arrivez au pouvoir un jour, vous vous assureriez que vous installerez une dynastie. Et ça, le peuple le comprend très bien. Et je crois que les prochaines élections où ce type de groupe va se retrouver, le peuple le leur rappellera très bien qu'il n'a nullement besoin de dynastie ou de royaume au Cameroun et que nous avons besoin d'une république qui rassemble tous ses enfants, dans laquelle on respecte la loi, dans laquelle la constitution est respectée, surtout quand on a été acteur. On a participé activement à l'écriture et à la mise en place de cette constitution et qu'on l'a défendue publiquement. Il y a quand même une certaine cohérence personnelle et intellectuelle, à devoir à chaque fois, lorsqu'on a participé à quelque chose, à respecter sa propre production intellectuelle. Sauf à nous dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans la Constitution, ou alors je méprise la Constitution parce que je trouve qu'elle n'a pas de valeur, et je ne suis pas d'accord parce que ça n'a pas de valeur. Ce qui veut dire que toute autre production intellectuelle qui est de vous, ou tout ce que vous avez défendu au préalable, n'a pas de valeur. Et c'est peut-être vous-même que vous dites aux Camerounais ne pas avoir de valeur. Président Bandakani, vous avez suivi justement le docteur Yam Timba, vous avez également suivi les uns et les autres. On parle d'une société organisée, d'un État, d'une constitution. Et jusqu'à preuve de contraire, selon la constitution, le chef de l'État peut prendre l'initiative de faire constater d'ailleurs que, faire d'ailleurs dire à l'Assemblée nationale, au Parlement bas, c'est sans oublier bien sûr le Sénat, de choisir en tout cas, peut-être de changer la constitution en disant, il faut un vice-président. D'abord, je voudrais dire deux choses. Moi, j'aime beaucoup débattre avec mon ami Emot Kouyaté parce que sa posture d'indépendant qu'il aime revendiquer lui permet d'ouvrir des boulevards dans lesquels on peut s'engouffrer. Donc, il y a une dérive dans la société camerounaise. C'est une régression qui consiste à terroriser les gens avec des experts, des gens qui sont agrégés de tout. Et que dès qu'ils parlent de quelque chose,
on vous interdit de parler. C'est-à-dire, dès qu'il a dit, on dit que non, il sait, parce qu'il a agrégé. Il sait si. J'espère que mon ami n'est pas dans ce registre-là. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une régression terrible. Parce que être agrégé en droit ne fait pas de vous un sabitou en droit. Je dis, même le droit là. Parce qu'il y aura toujours des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Parce que être agrégé de droit, c'est d'avoir simplement lu beaucoup de constitutions. Et d'avoir étudié les jurisprudences qu'il y a aux alentours. C'est tout ce qu'un agrégé de droit sait faire. Il lit ce que d'autres ont fait avant lui dans le domaine. Mais que faites-vous Il y a des situations nouvelles que vous ne connaissez pas. Et c'est comme valable pour la Constitution. Non, mon cher Edmond. La Constitution du Cameroun est une chose tellement sérieuse pour qu'on réserve ça aux constitutionnalistes. Ça engage mon destin. J'interdis aux constitutionnalistes de me dire que je n'ai pas parlé de ça. Je les interdis. Et ce comportement n'est pas seulement valable en matière de droit. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Les diplômés terrorisent les gens. Vous pouvez rien leur dire. Alors qu'on ne voit même pas ce que valent leurs diplômes quand, à la pratique, là, comme on dit, comment on voit le maçon au mur, à l'ouvrage, pardon. On voit pas ce que c'est leur diplôme. Loin de moi de dire qu'il n'y a pas des hommes valables au Cameroun que le diplôme. Il y en a certainement. Mais la tendance générale qu'on observe, mais ça doit s'arrêter. C'est pour ça que notre système scolaire, il est colonial, totalement régressif, malgré les réformes qui ont été faites, parce qu'aujourd'hui, on est l'un des rares pays au monde où il y a des barrières terribles pour entrer à l'université. Des barrières. Ailleurs, un gars à mesure de faire une thèse, on dit, allez, va faire ta thèse, on lui donne son diplôme universitaire. Au Cameroun, vous ne pouvez pas. Parce que ce sont des chasses gardées. Ce sont des endroits sacrés. Ce sont des lieux saints. Où pour y entrer, il faut une initiation particulière. Mais c'est pour ça que le savoir ne bouge pas chez nous. Mais dois-je rappeler ici que... le savoir s'est libéré dans le monde grâce à des gens comme Francis Bacon, qui ont appelé aux gens que mais arrêtez de répéter Aristote depuis des siècles. Parce qu'avant lui on répétait Aristote, Aristote a dit, il a dit, le savoir consistait à lire Aristote. Mais quand les gens ont dit que mais, et en France on dit que mais, à force de lire Aristote, on est devenus tous bêtes. Quelqu'un a dit non, commencez à étudier le livre de la nature, le vrai livre. C'est comme ça que la science a commencé à émerger. Dois-je rappeler ici que les Giordano Bruno, les Galilée, les Copernic ont eu une guerre terrible avec l'église catholique. Il y en a qui sont morts. Parce qu'elle disait qu'elle avait l'expertise unique pour parler du savoir, le savoir. Quand on parlait ici des bénéfices que la réforme en Europe a apporté dans ces lieux-là, Luther a osé. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas seulement une affaire du prêtre et du Vatican. Le chrétien seul, dans la lecture avec la Bible, peut accéder à des signes spirituels que le prêtre auquel le prêtre ne va jamais arriver. Luther, il a été excommunié. Mais nous connaissons ce que sa bataille a apporté en Europe. Donc, vraiment, il faut lutter contre cette tendance-là, où les gens s'engagent en politique, ils n'ont pas d'argument. Quand il faut débattre, ils envoient le titre académique. Et les gens soutiennent de telles choses dans le pays. C'est une façon d'enténébrer la société. Et ce n'est pas à encourager. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que l'argument pertinent de suspicion légale qu'il a convoqué, suspicion légale, je l'ai bien écouté. Il a dit suspicion légale. Non, ça s'appelle suspicion légitime. Allons-y, monsieur. Je ne voulais pas déformer sa pensée. C'est suspicion légitime. Légal ou légitime. C'est les mêmes gens. C'est-à-dire que... non, je ne voulais pas déformer ses propos. C'est important de faire les propos dans un fait un débat. Il y a ce que j'appelle la réciprocité de ce qu'il a dit. Ça peut être retourné contre cela, justement. Et c'est un endroit de suspecter leur démarche. Et c'est un endroit de suspecter effectivement ce qu'ils sont en train de faire. Être indépendant aussi consiste à voir les deux faces de la médaille. C'est-à-dire qu'on doit suspecter sérieusement ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte où tout ça arrive. D'abord, on va comprendre que la dynamique qui arrive à cette affaire de gré à gré, c'est quoi? On a vu d'abord une dynamique insurrectionnelle, du moins assumée théoriquement et verbalement, n'est-ce pas, par celui qui préside cette dynamique-là. On nous a d'abord dit que le président était mort. Lui ne l'a pas dit, mais il a assumé ça. Au point de donner les ultimatums. On a vu un ultimatum pour dire que sinon lui, il considère qu'il n'y a plus de pouvoir au Cameroun. Il y a des vidéos qui existent. Bien sûr. Parce qu'on parle politique. Donc là, on n'est plus dans les histoires que on sait ce qu'il a dit. Mon cher et mon bien-aimé. On sait ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a assumé sur lui des rumeurs que
que le président est mort. Et il a tiré les conséquences pour dire que lui considère qu'il n'y a plus rien là-bas. Plus grave, il a appelé les Camerounais à l'insurrection. On ne peut payer les impôts. Donc on n'est plus dans le jeu là. Non. Ça aurait pu prendre, hein, et que les gens disent ok, il y a un savant qui a dit qu'on ne paye plus les impôts. Et du coup ça prend. Vous avez une insurrection dans le pays. Mais maintenant alors, une fois qu'il y a l'insurrection, quand après il faudra voir même ce qu'il y a derrière cette insurrection et quel projet est derrière, mais il serait trop tard. C'est comme ça que l'imposture a pris cours dans des pays, dans des nations. L'imposture. Où des gens, regardez aujourd'hui par exemple au Burkina Faso, pour prendre seulement ce cas. Ceux qui ont fait la révolution ont chassé le président Blaise Compaoré. Tout le monde sait qu'il n'est pas, c'est pas mes références comme ça, les gens comme Blaise Compaoré. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais beaucoup aujourd'hui, si vous allez au Burkina Faso, aujourd'hui, vous faites un sondage, beaucoup de gens le regrettent. Hein. Et son parti revient en force. Ne serait-ce qu'au moins pas, parce que le terrorisme fait peur aux gens. Les gens commencent à regretter les 22 ans, entre guillemets, d'absence de terrorisme qu'il y avait sous son règne. Tout le monde connaît la position sur le président Blaise Compaoré. Donc, je ne suis pas en train de. Je ne suis pas un pro-Blaise Compaoré, je prends seulement le cas. Pour dire que derrière des insurrections comme ça que les gens font, il peut se cacher le pire. Donc, nous sommes en droit de soupçonner. Donc, je suis en train de convoquer ici le contexte. On a vu quelqu'un prendre une démarche ici, où on est arrivé à dire aux Camerounais de payer pour les impôts. Il n'y a plus de pouvoir au Cameroun. Donc on est installé dans la tête des Camerounais. Moi je me rappelle, j'ai reçu à l'époque au moins, j'étais en Guinée à l'époque, je peux te le dire, Edmond, tu le sais à l'époque, j'étais en Guinée, j'ai reçu au moins 300 messages. Des gens qui me disaient, président, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas, le président est mort. Je ne suis pas au Cameroun, les gens m'appellent. Il a fallu répondre à 300 messages. Vous voyez, dans quelle psychose on a installé les gens. Lorsque vous organisez une psychose populaire dans la tête des gens, où les gens sont convaincus, même mentalement, qu'il n'y a plus de pouvoir, que le président n'est plus. Vous connaissez les conséquences en matière de psychologie collective, en matière de mentalité psychologique collective. Ce sont des dégâts graves. Et des gens vont tirer le bénéfice de ça demain. Ils vont tirer le bénéfice de ça demain. Donc, non seulement il y a ce paramètre-là, il y a l'autre paramètre qui est que nous avons vu à l'époque la coïncidence qu'il y avait dans cette dynamique de constatation verbale et bruyante sur Internet et ailleurs, que le président était mort et qu'il y avait eu vacances de pouvoir. On lui donnait même l'ordre de se présenter très vite, de se montrer, sinon on va tirer les conséquences. On a même vu ça dans un pays. C'est-à-dire qu'on donne l'ordre à un président que parle demain. Parle, si tu ne parles pas demain, tu es le président. Quand même. Et c'est fait par des gens qui ont été à l'école. Vous comprenez? On a vu la coïncidence qu'il y avait entre cette dynamique et le fait qu'un document diplomatique assumé par l'Union européenne, qui a été écrit par un centre d'analyse de machin en France, le CAP, on disait clairement que le Covid-19 a pour fonction géopolitique de renverser les présidents de l'Afrique centrale. Mais ce n'est pas tout. De les remplacer par des leaders qu'on aurait choisis. Et de faire accompagner les leaders qu'on aurait choisis par la montée en puissance des leaders d'opinion dans le milieu artistique religieux qu'on aurait cooptés. Donc, la coïncidence de l'apparition de ce document, quand on regarde les allégeances étrangères de ceux qui animent cette affaire de gré à gré, et quand on regarde tout ce qu'il y a eu au Cameroun, et ce qui est encore au Cameroun, à l'époque, on a vu des artistes de temps en temps sortir maintenant, plein d'artistes maintenant sont des hommes politiques, c'est leur droit le plus absolu, mais je fais simplement le constat. Je dis à mon Kouyaté, est-ce que là aussi on n'est pas en droit de suspecter légalement? Est-ce qu'on n'est pas en droit de suspecter légalement? On est en droit. On est en droit. Donc, pour dire quoi? Tout à l'heure, il a souligné un truc important. Même dans le cas des transactions financières ou des transactions économiques ou d'affaires, le gré à gré est légal. Hein? Je veux dire que quelqu'un... Oui, c'est légal. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui fait le gré à gré soit investi dans l'autorité légale de pouvoir le faire. Bien sûr. Donc, même si on pousse plus loin, rien ne justifie cette démarche qu'on est en train de faire. Rien. J'ajoute encore que là, on n'est même pas dans un débat, parce que lui-même, il a dit clairement ce qu'il met dans gré à gré. Et il dit que non, on veut changer la Constitution. Donc, on n'est pas dans le discours comme ça. On est en train de dire qu'on va, à l'Assemblée, là, on va introduire un projet de loi pour changer la Constitution et introduire un défunt. Donc, l'objet du gré à gré est là. On ne le cherche plus. Donc, à partir de là, ils sont en train de dire que nous interdisons
au chef de l'État de respecter la Constitution et de l'appliquer. On allait même plus loin. On dit que si ça arrive, c'est une déclaration de guerre. On ne s'est pas arrêté là. On l'a dit aux Camerounais de se tenir prêt au cas où. Donc, il y a des mots, c'est ce qui a été dit, la vidéo est là. Ça a été clair. Donc ce n'est pas une affaire qu'on cherche encore l'objet de l'affaire. L'objet est là. L'objet est là. C'est que on est en train d'interdire au président du Cameroun et à l'Assemblée du Cameroun, qui ont un mandat de la Constitution du Cameroun, leur donnant le droit de modifier la Constitution quand bon leur semble. Je me dis, mais je dis, quand bon leur semble. Ce n'est pas une affaire de portée. Ça dépend de personne d'autre. La Constitution du Cameroun leur donne le droit de le faire. On est en train de leur dire, si vous essayez ça, c'est la guerre. Ça veut dire que, mon cher Edmond, ces gens disent que la Constitution c'est un chiffon, ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ça qui nous révolte. Et on vous comprend. Oui, c'est en cela que nous disons que la politique consiste aussi, pour reprendre à mon propos ce qu'a dit mon ami Dr Yam, pas seulement à conquérir le pouvoir, mais à force de la pédagogie, à éduquer les gens, à élever le niveau de conscience de la société, à mettre sur la table les débats qui portent sur les vrais enjeux. C'est ça aussi la politique. C'est ce que nous, s'il n'y a pas eu ça, moi je ne viendrai pas sur un plateau où on parle de grec. Je ne viendrai pas. Mais c'est parce que l'objet est tellement précis. Et le contexte qui va avec est tellement clair, c'est pour ceux qui refusent de voir, ou bien pour ceux qui sont complices de cette affaire, n'assument pas leur complicité, sont tellement clairs qu'on ne peut pas se taire à un moment donné. Il faut rappeler aux gens quand même que non, nous ne sommes pas dans la sauvagerie. Merci beaucoup, Président Badakani. Albert Anatoya, ici une manœuvre dilatoire et insurrectionnelle dévoilant l'agenda politique caché des auteurs d'ailleurs de cette théorie. Vous également, vous êtes d'accord avec ça? Parce que nous sortons déjà de cette édition de l'IDBS ce matin. Je voudrais rappeler que l'article 63 de la loi fondamentale, notamment en son alinéa 2, n'est-ce pas, donne l'initiative au président de la République et au Parlement, réunis au moins en un tiers, concurremment bien sûr, de pouvoir engager la modification de la Constitution. Deuxième chose, il faut également préciser, pour le rappeler, qu'il n'y a aucune loi au monde qui est statique. Allez dans n'importe quel pays, il n'y a aucune loi, même si elle est fondamentale, elle est dynamique, parce que ça doit être contextuel. Lorsque vous rédigez une loi, c'est pour résoudre un problème qui n'est pas seulement ponctuel, et une loi qui a une portée générale. Lorsque j'ai précisé cela, je dois pouvoir dire qu'il est absolument important. Je crois que j'ai eu à le dire lors de mon plaidoyer tout à l'heure, qu'il faut que les Camerounais, pas seulement les Camerounais, mais nous sommes dans une télévision qui a une vocation panafricaine, parce que ce qui se passe au Cameroun se passe même déjà ailleurs, et a des conséquences néfastes qui ralentissent justement les projets d'émergence du continent. Il faut que les Africains, d'autres pays, les Africains, apprennent à lire. Il faut qu'ils lisent. D'abord, pour connaître leurs droits et davantage connaître leurs devoirs et obligations. Afin d'éviter non seulement les abus, mais des manipulations. Vous savez ce que nous disons ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y en a qui n'ont pas la même compréhension. C'est donc là le rôle non seulement des médias, qui très souvent, pour la plupart, se sont engouffrés dans ces fake news ou ces infox. Quelquefois, avec très peu d'expertise, je n'ai pas envie d'insulter mes confrères. C'est également de la responsabilité des leaders d'opinion que nous sommes, et surtout des hommes politiques. Ça, je reviens sur les hommes politiques. Tout à l'heure, le président Badak l'a évoqué, c'est-à-dire que pas seulement la conquête du pouvoir, mais également la gestion de celui-ci, mais également la formation, l'éducation politique des militants, des sympathisants et tout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas de base politique, qui n'ont aucune expertise politique, même parfois leurs leaders. Ils sont qui se disent policiers, mais ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des animateurs politiques. Mais ce qu'au Cameroun, nous avons un gros problème. C'est qu'il suffit d'avoir un récépissé d'un parti politique, vous devenez non politique.
sans aucune substance politique, ça c'est l'imposture. Un homme politique, moi j'en connais, et dans ce pays, nous connaissons les partis qui sont véritablement, qui ont véritablement une formation politique. Oui. Banakani ne veut pas me le contredire. Vous avez le Manidem, d'où il sort, vous avez l'UPC. Voilà, les gens qui ont une base politique. Lorsqu'on parle de formation politique, ça passe là-bas. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que tout le monde parle, tout le monde revendique d'avoir son peuple. Tout le monde parle à son peuple. Mais en réalité, tout le monde utilise le peuple comme un fonds de commerce politique pour l'instrumentaliser, pour la manipuler, pas pour des objectifs nobles, mais davantage pour des objectifs individuels, forcément égoïstes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le contexte s'y prête, je l'ai dit, le prétexte, je ne vois pas du tout. Parce que lorsque vous soulevez une problématique, il faut qu'il y ait un prétexte. C'est quoi le prétexte? Dans un contexte où le Cameroun est confronté non seulement à la crise sanitaire, mais à une crise sécuritaire dans plusieurs régions du pays. Vous amenez une diversion, moi j'appelle ça une diversion. Une diversion pas seulement malicieuse, mais désastreuse. Parce que je vous ai dit, quand ça va sortir, vous comprendrez qu'actuellement le Cameroun est sous pression dans d'autres enjeux. Dans certains on le sait. Donc, au lieu justement de dire aux Camerounais cette vérité-là, non, vous lancez une diversion pour les renvoyer ailleurs. Non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Donc moi, je pense qu'en tant que journaliste, peut-être dans mon canal, j'en parlerai. Je parlais de ce que les Camerounais doivent savoir par rapport aux enjeux géopolitiques et géostratégiques actuels, parce que le Cameroun occupe une position assez stratégique dans le golfe de Guinée. Et il est important que ces gens... La primaire, non? Voilà. Et donc, ce qui fait que, aujourd'hui, s'il y a des sous-dossiers au Cameroun, alors ça va entrer comme... non, c'est vraiment... Moi, je pense qu'il va le vendre. Il va nous faire la primaire. Non, je pense que... pour redevenir sérieux, oui. Je pense que ce qui est important, c'est que si d'aventure il y a un projet de modification de la Constitution, il faut que ce soit des objectifs nobles. Mais qu'on ne dise pas que modifier la Constitution est illégal. Modifier la Constitution n'est pas illégal, comme vous le dites d'ailleurs. Docteur Yam, pour terminer d'ailleurs cette édition, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la grande interrogation. Je pose d'ailleurs la même question à Edmond Kuati, parce que nous sortons déjà de cette édition. Il y a des personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on sait justement que la théorie de gré à gré est un agenda caché, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait rien par rapport à cela, ouais. Mais on devient plus vigilant. Oui. On veille sur la stabilité des institutions et on donne tout ce qu'on peut donner pour que le Cameroun sorte des crises dans lesquelles il est engagé, crise sanitaire, crise sécuritaire, avec des enjeux de reconstruction. Aujourd'hui, tout le monde doit s'engager, s'investir, s'impliquer pour que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont encore dans la brousse, qu'ils reviennent vers les villages et vers les villes, que le message puisse passer, que les autorités soient davantage à l'écoute. On voit toutes les actions intéressantes qui sont mises en place. La reconstruction, c'est intéressant. Je crois qu'il y a plus de 500 combattants démobilisés qui ont rejoint la vie civile. Et voilà des choses extrêmement préoccupantes et qu'il n'y ait plus jamais des gens qui décèdent dans nos pays. Voici, dans bientôt, là l'année scolaire s'achève, et l'année scolaire universitaire s'achève. Dans 4 mois, les Camerounais vont dépenser plus de 100 milliards de francs CFA pour préparer les rentrées scolaires. 100 milliards qui iront à l'étranger. Je ne parle pas de ce qui est dépensé localement, mais qui iront à l'étranger. Et c'est vraiment notre pays d'une manne qui aurait pu aider à son développement local si le livre scolaire, si le cahier étaient des choses qui étaient fabriquées spécialement et les fournitures scolaires étaient spécialement fabriquées ici chez nous. C'est entre 100 et 200 milliards que nous allons dépenser. Pendant ce temps, il n'y a pas d'emploi pour nos jeunes, il n'y a pas de transfert de technologie. D'ailleurs, le transfert de technologie n'existe pas. Vous
capter la technologie à travers certains mécanismes de contractuels ou pas. Et nous avons des enjeux comme par exemple la sortie du franc CFA. Il faut qu'on se décide. On va sortir, on ne va pas sortir. Voilà les éléments. Demain c'est le 30. Demain c'est le 30 juin justement. Les éléments est-ce qu'on va sortir, on va pas sortir? Ben, vous organiseriez peut-être un débat, ce serait intéressant. Ce sera demain, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Alors voilà des éléments d'indépendance, de souveraineté de notre pays auxquels il faut qu'on s'accroche, pour lesquels on aimerait voir toute l'expertise nationale se mettre en branle pour s'assurer que notre pays est indépendant, enclenche son développement, s'industrialise, devient plus respecté à travers le monde. Je crois qu'il y a là des problématiques extrêmement intéressantes. Nous avons des choses particulièrement intéressantes dans nos pays, des problématiques comme par exemple le fait que nous avons encore nos femmes qui meurent encore en couche, que toutes les grossesses dans nos pays ne sont pas encore médicalement suivies. Nous avons des problèmes, c'est des problèmes de fond. Lorsque nous retrouvons avec par exemple des lois de finances qu'il faut modifier, qui n'étaient pas déjà particulièrement bien structurées, mais qui attaquaient déjà un certain nombre de problèmes de fond, mais sous des angles peut-être qu'on aurait pu améliorer. Et aujourd'hui, il va falloir contribuer. Je pense que les gens doivent savoir que la politique, j'aime bien ce par quoi le président Bandakani a chuté, à savoir la pédagogie. C'est extrêmement important. D'ailleurs, la politique, son premier rôle, en fait, et là je me rattrape, le premier rôle de l'action politique, c'est l'éducation. Enfin, contrairement à ce que les gens croient, c'est l'éducation. Parce que la composante majeure de la conquête du pouvoir, c'est de passer un message. C'est d'éduquer le peuple et de l'orienter, de le pousser vers une certaine vision du monde qui est donc en réalité, si vous voulez, de le faire tenir à certaines valeurs. Et c'est ça la base de l'action politique en tant que qui est donc pédagogie, qui est éducation. Pédagogie veut dire conduire. Donc, qui est de conduire les gens vers quelque chose, donc c'est l'éducation. Et je crois que lorsque vous avez des personnes qui ne vous parlent jamais de vrais problèmes du Cameroun, qui vous parlent jamais de comment ils entendent quelle est leur contribution pour la résolution de tel ou tel problème, et qu'ils ne prennent pas la peine d'orienter toute leur énergie, parce que c'est des gens qui ont énormément d'énergie. C'est des gens qui, on n'en a jamais douté, qui ont une vraie expertise sur beaucoup de choses. C'est des personnes qui, en même temps, ont beaucoup de temps. Du temps à consacrer au Cameroun et du temps à réfléchir sur les problèmes du Cameroun, et dont on attendrait des propositions plus construites, des propositions pertinentes, ciblées, précises, spécialisées sur des domaines très importants et quotidiens qui minent la vie des Camerounais. Et donc je conclus par cette phrase-là. Je pense que nous avons un problème de fond que révèle en réalité cette affaire. Ce problème de fond, c'est la très mauvaise utilisation de l'intelligence dont la nature nous a dotés et de l'intelligence que les efforts de ceux qui nous ont précédés dans ce pays nous ont permis d'acquérir grâce à nous permettant d'aller à l'école, en nous permettant de nous cultiver, et nous ne pouvons pas nous permettre de leur dire de réagir de cette façon alors que nous devrions utiliser tout ce que nous avons pu acquérir pour rendre la vie des Camerounais meilleure et pour donner à ce pays un lustre qu'il mérite. Edmond Kanté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que je voudrais d'abord commencer par dire au président de ne pas m'en vouloir de me référer à quelqu'un que j'estime avoir une certaine expertise que je n'ai pas. Je crois que ça se fait aussi réciproquement. Oui, réciproquement. Je ne vous en veux pas. Les gens viennent souvent me consulter sur des domaines qui sont les miens. Oui, normal. Non pas parce qu'ils estiment que j'ai la science infuse dans la matière, mais parce qu'ils estiment que j'ai un mot à dire. Et donc je fais aussi pareil. J'aime ça, j'ai un mot à dire. Voilà, j'ai un mot à dire. Et donc je fais aussi pareil quand j'estime que je n'ai pas bonne compréhension dans un domaine précis. Et que vous inclinez, on vous comprend parfaitement. C'est votre droit le plus absolu. Je me dis, bon, que pense l'autre, celui qui a consacré son temps pendant longtemps à étudier cela? Je me réfère à cette personne. Je crois qu'on ne va pas me faire ce procès. Ce que je vais dire, voilà, ce que je vais dire, c'est qu'il n'a pas eu de procès. En fait, c'est lui qu'on a dit qu'il a exagéré. Ne fais pas ton analyse intellectuelle là. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que je pense que ce débat a au moins un mérite, celui de nous rappeler qu'il est important pour la stabilité d'une société
que la chose politique soit guidée par un minimum de consensus. Je crois que c'est le mérite de ce débat, c'est-à-dire que les acteurs politiques de tous bords, indépendamment de leur chapelle, devraient au moins s'accorder sur un minimum de règles qui régissent l'activité politique dans un pays. Je pense que c'est aussi le mérite de ce débat. Pourquoi ? Parce que quand je vous parlais du constitutionnaliste qui m'a éclairé, je ne veux pas donner son nom. Non, je préfère taire son nom. Donc, il me dit, par exemple, Edmond, le même cas s'est posé dans d'autres pays. Il m'a dit en 93, lorsque Houphouët meurt, c'est 6 mois après que son décès est annoncé. En Côte d'Ivoire. Il me dit c'est 6 mois après. Il me dit au Togo, ça a été pareil. Avec Eyadema, il y avait une constitution, il y avait un cadre légal qui régissait la vie politique. Mais sauf que les acteurs, dans leur malice, ont trouvé une parade pour piétiner justement les dispositions constitutionnelles en la matière et faire en sorte que la constitution ne soit pas respectée. On ne renie pas ici le fait qu'il y ait une constitution, qu'il y ait un cadre légal qui régit l'activité politique dans un pays, mais je l'ai parlé tout à l'heure de suspicion, Dr Yam a bien voulu... Légitime. Voilà. Je ne suis pas un expert de droit, donc je peux utiliser des termes comme ça, mais je dis quand on parle de suspicion légitime, c'est parce que on prête souvent à certains hommes politiques des projets ou alors des ambitions qu'ils n'extériorisent pas toujours. Et donc, on s'est dit, s'il y a eu un contexte précis et qu'il y a un cas précis, cela peut susciter une certaine ambition en certaines personnes qui pourraient l'exploiter à des fins personnelles. C'est de ça dont il est question. Et donc, je me dis, quand les gens s'appuient sur des cas qui se sont passés ailleurs, au Gabon, on sait ce qui s'est passé, par exemple. Ce n'est pas tant qu'il n'y avait pas un contexte, il n'y avait pas un cadre, n'est-ce pas, juridique, légal, qui prévoyait un certain mécanisme de dévolution du pouvoir, mais on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays, et on est toujours tombé dans des travers de contestation, dans d'autres travers, et donc on s'est dit, de manière légitime, est-ce qu'on ne pourrait pas suspecter que ce qui s'est passé ailleurs ne se passe chez nous? Je ne dis pas que... ça s'est passé, mais non, ça pourrait... Je suis même loin de penser que cela va se passer. Mais je dis, je ne me ferme pas à un débat. Le débat a ceci d'avantage, que ça réveille tout le monde, que ça jette une idée, et tout le monde se réveille pour dire, est-ce que ça pourrait se passer? Cela a également le mérite de faire en sorte que si quelqu'un nourrissait une intention, qu'il se dise, bon, maintenant que c'est connu, c'est un peu comme qui dirait dans un village, cet avocatier, je l'ai fétiché. Même si vous ne l'avez pas fétiché, puisque vous l'avez clamé haut et fort, celui qui avait l'intention de vouloir lorgner par là se dit, ça sent oui, ça sent plus bon. Maintenant que tout le monde sait, ça sent plus bon, donc je vais taire mes ambitions. Je dis, c'est le mérite de tel débat. Je pense, au demeurant, que le Cameroun, c'est une société très bien organisée. Je vais dire au moins sur le plan légal. Quand je dis que je consulte les gens, c'est parce que je veux en savoir davantage. Ce n'est pas que je ne sais rien, oui. Mais le peu que je sache me permet de dire que le Cameroun est bien organisé. Peut-être qu'on a nos problèmes comme tous les autres problèmes, mais il y a également une autre dimension dont il faut tenir compte. Le président Bandakani faisait allusion à cela, c'est qu'il faut savoir que dans une néocolonie comme le Cameroun, le président ne me démentira pas que nous vivons dans une néocolonie. Il faut savoir que les problèmes politiques sont souvent le fait de deux forces qui se mettent ensemble, qui se conjuguent, les forces exogènes et les forces endogènes. Merci, monsieur. Et donc, il y a une dimension exogène dont il faut tenir compte lorsqu'il faudra, n'est-ce pas, organiser la vie politique au Cameroun, et donc savoir qu'il y a des acteurs en externe, des acteurs hors du Cameroun qui pourraient avoir leur mot à dire, n'est-ce pas, dans le mécanisme... Dans l'échiquier politique du pays. Merci beaucoup à vous, Edmond Katé. Messieurs, nous sortons de cette édition. Le temps est parti, hein, on a plus rien. Il dit toujours qu'Edmond Katé a là de créer des boulevards. Là, on n'en a plus le temps, président. Si je le connaissais pas, 1 minute, si c'est faisable. Bon. Si je ne le connaissais pas, j'allais suspecter son indépendance. mais là, de manière légitime. Non, pour dire quoi? Pour dire que
même les cas ivoiriens, les cas gabonais, ne correspondent pas au Cameroun. Falan, ça ne correspond pas au Cameroun. Parce que dit qu'on a caché la situation de la mort de Fouette 6 mois, vraiment, je crois que ça fait sourire. Pourquoi se référer à ça et pas au Canada ou, oui, c'est pas toi qu'on doit dire ça. Parce que tu es suffisamment informé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si on prend même que ça, ils ont caché 6 mois. Est-ce que la Constitution ne parlait pas? C'était clair que c'est le successeur constitutionnel. On le connaissait. Bon, après, qui a contesté la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire? Qui? Celui qui est là aujourd'hui. C'était écrit. C'était écrit. Donc, pour dire que ce soit le cas du Gabon, que ce soit le cas de la Côte d'Ivoire, tout ce que tu dis là, ce que vous appelez les partenaires extérieurs, tu crois qu'on peut cacher la mort d'un président en néocolonie? Je reprends ton propos tout à l'heure. En néocolonie, on peut le cacher 6 mois si les partenaires extérieurs ne sont pas d'accord qu'on cache. Bien sûr que non. Mais voilà. Donc, pour dire quoi? Si on revient au cas du Cameroun, reviens sur le cas du Cameroun. Tu verras que ça n'a pas de sens ce qu'on nous sert là. Je terminerai en disant que c'est le plan de la coutume, de nos traditions. Vous êtes ressortissants de l'Ouest. On ne parle pas de la succession d'un chef de son vivant. C'est équivaut à le tuer. C'est clair. Vous le savez. Ouais. Bon, il me semble que si on voudrait parler de droit au Cameroun, une des sources de droit chez nous serait nos coutumes. Et ce qui est vrai pour ton village l'est vrai également pour les autres villages. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Président Madakali, merci également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir fait débattre avec ce fantôme qui est apparu. Je l'aime beaucoup, je ne le vois pas. Là. On espère vous avoir demain parce que demain c'est le 30 juin. Vous êtes économiste, on va savoir justement si on va sortir du franc CFA ou pas. Dr Yambe également sera là demain, justement pour parler de ce franc CFA. On va se demander, est-ce qu'on va sortir puisque demain, c'est la date limite, c'est le 30 juin. On espère vous avoir également demain matin pour cela. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Nous vous avons très nombreux devant vos petits écrans tous les matins, justement pour ce débat. Et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information, et on continue sur notre chaîne. Bonne journée et surtout bon début de semaine. Au revoir.